Je me présente Mamadou Guissé. Je suis citoyen sénégalais résident à Philadelphia, aux États-Unis. Je suis membre fondateur de l'APR Yakar de la ville de Philadelphie et aussi membre de la DSE APR USA. Je suis membre de la Convergence des cadres républicains CCR USA et président de commission. Je suis nouvellement installé responsable politique à Yarach dans la commune de Hann-Bel-Air à Dakar. Bon, je suis aussi le président sortant de l'Association des Sénégalais de Philadelphie de 2014 à 2016. Et aussi, je suis un homme du développement, un président d'une association de solidarité nationale dénommée FMG, Friends of Mamadou Guissé, qui s'active au niveau du Sénégal pour assister les populations. C'est très difficile de tracer une ligne de commencement parce que j'ai été un peu activiste pour les droits de l'homme pendant un certain temps. Mais franchement, j'ai commencé à m'intéresser à la politique proprement dite en 2009-2010 avec la venue de Macky Sall aux États-Unis qui nous a présenté son projet de société et puis son intention de se présenter aux élections de 2012. Donc c'est là que je peux dire que j'ai commencé la politique proprement dite. Vous savez, le Sénégalais dans la diaspora, on s'organise toujours en association dans le but de défendre nos intérêts, de participer à la reproduction, soi-disant, de la vie sénégalaise au niveau de la diaspora. On défend aussi les intérêts des ressortissants sénégalais dans nos localités. Et on représente en même temps les autorités locales, c'est-à-dire l'ambassade et le consulat, comme relais vers les populations pour acheminer les informations importantes. Donc, c'est des associations à but non lucratif qui défendent les intérêts des Sénégalais là où ils sont. Et à l'instar de toutes les grandes villes des USA, il y a une association des Sénégalais de Philadelphie dans laquelle j'étais actif de 2010-2011 jusqu'en 2014 avant d'en devenir président pour un mandat qui s'est terminé en 2016. Bon, je ne vais pas nier l'évidence, le parti APR est gangréné par beaucoup de divisions, et cela, que ce soit à Yarach, que ce soit au niveau communal à Hann-Bel-Air, que ce soit au niveau départemental à Dakar, que ce soit au niveau national et même dans la diaspora. Mais ça, c'est la situation réelle politique. Ça, c'est la situation de toute organisation qui est au pouvoir, où les aspirations sont grandes, où les guerres de positionnement ne peuvent pas être évitées, mais peuvent être atténuées. Donc, de la même façon, Yarach n'est pas exception à la règle, mais je peux dire qu'aujourd'hui, depuis un certain temps, que l'espoir renaît, que les échéances à venir ont pu en quelque sorte être un dénominateur commun à toutes les parties ou bien à toutes les tendances pour qu'on s'unisse et qu'on puisse avancer de l'avant avant les législatives de 2017. Donc l'espoir est permis. On peut dire qu'aujourd'hui, la tendance est à la reconstruction et à la réorganisation et d'unir les forces afin de non seulement inciter les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales, mais en même temps à préparer un front commun afin d'assurer à M. le Président de la République et notre coalition, Benno Bokk Yakaar, une majorité confortable au niveau des législatives de 2017. Comme je l'ai dit, avant de décider d'être plus fréquent au Sénégal, pour ne pas dire de me réinstaller au Sénégal, je venais dans des voyages de vacances pour visiter de la famille, mais j'ai décidé que durant ces voyages, je vais les utiliser pour quand même participer tant soit peu à améliorer les conditions de vie de nos populations. Donc c'est dans ce cadre que le FMG, Friends of Mamadou Guissé, qui est l'association non lucrative qui en quelque sorte relaie les actions sociales mes actions sociales sur le terrain, est né avant que je décide de m'impliquer dans la politique localement. Et c'est dans ce cadre que j'ai voulu, avec mes collaborateurs bien sûr, créer un modèle de politique
qui fasse la différence. Parce que il faut voir ce qui ne va pas et essayer de l'éviter. On a vu ce qui n'allait pas en allant. Voilà, ce qui ne va pas, c'est que les populations sont désemparées. Les populations sont dessus des promesses politiques. Les populations sont dessus des politiques politiciennes. Les populations sont dessus du même déroulement des choses. La campagne vient, les leaders viennent, ils vous contactent, ils vous font des promesses, ils vous mobilisent, vous votez pour eux, ils gagnent, ils vous oublient jusqu'à la prochaine campagne. Bon, les populations en sont conscientes et ont décidé de développer des stratégies en quelque sorte pour tirer leur gain dans ce jeu que je trouve moi malhonnête. Donc je préférais combiner mes actions sociales de développement au service de ma politique, faire une politique de développement en agissant directement dans la vie des populations, en amenant des ressources, des opportunités, des programmes de développement à petite échelle, c'est pas grand chose, mais qui, à la surprise générale, ont un impact direct et transforment la vie de ces populations. Ça ne demande pas grand chose en réalité, mais c'est difficile pour que quelqu'un puisse se mettre en confiance que vraiment ça ne demande pas des milliards ou bien des millions pour changer tant soit peu la condition de vie des populations. Bon, la politique de la jeunesse de Macky Sall est révolutionnaire, je peux l'appeler ainsi. Le mot n'est pas trop fort parce qu'il a décidé de ne pas prendre les jeunes, les embarquer dans des emplois précaires, tout simplement pour dire que je vous ai donné de l'emploi. Il a préféré miser sur le moyen à long terme en associant les formations en cours avec les besoins du marché. Donc le plan Sénégal émergent est appelé à restructurer totalement l'économie du Sénégal avec des projets d'infrastructure de grande envergure et aussi des projets de construction ou bien avec un penchant sur la technologie, sur la production. Donc, on doit amener la jeunesse à, en quelque sorte, calquer ses compétences en fonction de la demande du marché, au lieu de leur donner des travaux de manutention, de conduite par-ci et par-là, juste pour les enlever du marché du travail et leur dire que je vous ai donné du travail. Et il a préféré mettre en place des centres de formation professionnelle qui, en 6 mois, sont capables de donner une qualification à un jeune qui n'en avait pas. Et ces qualifications sont diverses et sont en adéquation immédiate avec les besoins du moment. Donc 18 ans d'ici 2035, c'est pas loin. D'ici 18 ans, on sera 8 millions à Dakar seulement. Et en ce moment, si on ne peut pas se déplacer aujourd'hui, comment on va se déplacer en ce moment? Diriger, c'est prévoir. On ne peut pas regarder les priorités du mouvement et oublier que d'ici quelques années, comment sera la situation et ne pas mettre en place des infrastructures qui répondront à ces situations une fois là. Si, avec le TER, 115 000 passagers par jour peuvent se déplacer en 7 minutes de Pékin au centre-ville. Mais ça n'a pas de prix. 7 minutes. 7 minutes de Pékin à Dakar. Et sans que ça coûte trop. Maintenant, pour le prix du projet, là, je vais aller sur le plan technique. On compare le TER à des lignes à Strasbourg ou je ne sais pas où. Moi, je peux comparer le TER avec mon expérience à une ligne qu'on est en train aujourd'hui de construire à Boston, qui s'appelle le Green Line, la ligne verte du métro de Boston. Ce n'est même pas une nouvelle ligne, mais c'est une extension d'une nouvelle ligne. Avec 7 gares seulement. Ici, on en a 14. Ils ont des lignes existantes qui marchent. Ils vont juste les réhabiliter et construire un centre de maintenance pour les trains et pour les machines. Ça va coûter 1,4 milliard de dollars. 7 gares petites sur une ligne qui existe, donc ils n'ont pas besoin d'emblayer, d'installer les lignes, de déménager des populations, tout est déjà en place. Ils vont juste réhabiliter la ligne, ajouter les 7 gares
Et puis ça va coûter 1,4 milliard de dollars. Si je le sais, c'est parce que j'ai travaillé sur ce projet. Et 1,4 milliard, ça fait 7 milliards de francs. Ah mais ça fait 700, combien 700 milliards de francs CFA. 700 milliards de francs CFA. Nous avons 14 gares. Nous avons une ligne inexistante. Nous avons des maisons à démolir. Nous avons des populations à déplacer. Nous avons des systèmes électriques à installer. Nous avons des travailleurs à former. Nous avons la sécurité. Nous avons l'électronique. Nous avons les machines à acheter. Mais écoutez, ça englobe le tout. Ça englobe le tout et ça va créer au moins 10 000 emplois. Je crois que ça vaut le coup. Il ne faut pas voir le chiffre comparé à la réalité actuelle, mais il faut voir en perspective qu'est-ce que ça peut faire. Donc je trouve que cette histoire de c'est trop cher est obsolète. Je suis désolé de dire cela. Les relations entre la Gambie et la Mauritanie sont spéciales, autant que les relations entre le Sénégal et la Gambie. Et la position du Sénégal, quoi? La position du Sénégal, parfois en diplomatie ou bien en relations internationales, à un moment donné, il faut prendre des décisions qui vont dans l'intérêt de vos populations. Une guerre en Gambie sera une catastrophe au Sénégal. On a vu, avec la simple annonce d'une possible invasion ou bien intervention des forces de la CEDEAO en Gambie, on a vu en moins de 48 heures plus de 800 000 réfugiés au Sénégal. Là, je vais retourner simplement à un posting que j'ai mis sur ma page Facebook que les Sénégalais ont trop lu en cette défaite. Je vais pas appeler ça échec, mais je vais appeler ça défaite. C'est une élection. C'est une élection. Il y avait 5 candidats. Un candidat a gagné. Et nous, on croit que c'est le Sénégal qui a perdu, alors qu'il y avait 3 autres à part Bathily qui ont perdu. Donc, il faut relativiser la chose et apprendre à voir le Sénégal dans le jeu des nations. Au-delà de la CEDEAO, il y a l'Afrique tout entière. Le Sénégal n'est pas un pays isolé. J'ai entendu dire que la diplomatie sénégalaise est isolée et que sa diplomatie participe à son isolement. C'est archi faux. D'après les militants du PDS, d'après les militants karimistes, Karim Wade est le principal adversaire à Macky Sall. Moi, je veux dire qu'en tant qu'APR, si je pouvais parler au nom du président Macky Sall, je ne sais pas, je veux dire que Karim Wade, c'est le dernier de mes soucis en ce moment. Le PS est un grand parti, vous l'avez bien dit, et je suis d'accord. Un parti historique qui a forgé aujourd'hui l'histoire du Sénégal. Le PS est un grand allié de l'APR, l'un des alliés les plus fidèles. Donc, le PS est dans des difficultés, mais c'est des difficultés internes au PS. Bon, les gens ont tendance à exploiter tout aujourd'hui contre le président de la République. Bon, Tanor n'a fait que ce qu'un dirigeant aurait fait. Une décision de Tanor en tant que dirigeant a des conséquences aussi. Le PS a des ministres dans le gouvernement qui font un très bon boulot. Le PS a plus de 20 députés sur 150, alors que les suffrages du PS ne pouvaient pas donner 20 députés à l'Assemblée nationale. Le PS a beaucoup de maires et de conseillers municipaux. Le PS est dans le système de gouvernance. Le PS participe à la marche du pays. S'il y a un membre du PS qui trouve qu'il est plus habilité à diriger le parti, il s'exprime à l'intérieur du parti. Nous, on leur souhaite une bonne santé, mais en tant qu'alliés, on ne peut pas juger et on reste en dehors de cela. C'est un problème interne au PS.